messieurs, bonjour et bienvenue. Nous vous savons très nombreux à nous suivre parce que nous allons continuer la phase 2 de la précédente émission sur laquelle nous avons parlé des régulations naturelles des naissances. Merci Sandrine. Je pense que les gens ont été très satisfaits. Ils ont été servis la semaine dernière de ce que nous avons, de notre entretien sur la régulation naturelle des naissances. La naissance est naturelle, mais on peut alors aussi réguler. On avait déjà abordé beaucoup de points. On était exactement au niveau de la température. Bien sûr, mais avant que je ne parle de la température comme un phénomène à observer, il faut que je rappelle rapidement, je résume rapidement ce qui a été fait pour que ceux qui nous ont rattrapés au vol puissent savoir qu'est-ce qu'on avait fait et qu'est-ce qu'on veut dire aujourd'hui. Alors, nous parlons de la régulation naturelle des naissances. On peut espacer naturellement les naissances. C'est-à-dire on peut volontairement choisir de tomber enceinte. La femme peut choisir de tomber enceinte quand elle veut. Et le couple peut choisir le moment de la grossesse de façon naturelle, sans recours à des pilules ou à des contraceptions. Je ne dis pas que les pilules sont mauvaises. Je ne dis pas que toutes les autres méthodes sont mauvaises. Mais je voudrais dire que nous avons quelque chose à notre disposition de façon naturelle qu'on peut aussi exploiter, qu'on peut utiliser. C'est ça. Pour cela, il faut connaître son corps. Il faut connaître son corps, il faut écouter son corps. Donc, je voudrais juste aider les femmes à écouter leur corps, à profiter des phénomènes naturels qui se passent dans leur corps et choisir quand elles doivent tomber enceintes ou non. Et donc, nous avons parlé de ces phénomènes-là. Et le premier, nous avons parlé de la glaire. La glaire cervicale, c'est-à-dire la glaire produite par le col de l'utérus. La glaire annonce l'entrée dans la phase ovulatoire, dans la phase féconde. Donc, dès que la femme observe la glaire, sent la glaire, elle sait qu'elle est rentrée dans la phase de grossesse, de tomber enceinte, si nous allons le dire de façon banale. Après la glaire, nous allons parler du col de l'utérus de la dame. Le col de la femme, c'est le prolongement de l'utérus qui est dans le vagin et qui a souvent deux positions. Soit le col est totalement bas, ou le col est en train d'aller vers le haut, ou totalement haut. Alors le col, pendant les phases non fécondes, le col est en bas, penché, dur comme le bout du nez, et bien fermé. J'ai dit 4 choses. Le col est en bas, ça fait 1. Le col est penché, ça fait 2. Le col est bien fermé, ça fait 3. Et le col est dur, comme le bout du nez. Mais quand la femme rentre dans la période ovulatoire, le col commence par se redresser, commence par monter, et pendant 4-5 jours, le col évolue vers le haut totalement. Le col est haut, et puis n'est plus touchable. La femme n'arrive plus à toucher le col facilement. Alors qu'en temps, chaque fois qu'elle fait la toilette, elle touche son col parce que c'est tout près, c'est bas, c'est dur et c'est penché. Mais maintenant, le col est haut, ouvert et mou. Et donc, la position du col, la consistance du col indique les moments à la femme. Donc, pendant la phase de fécondation, où la femme peut être fécondée, ou bien un ovule peut sortir être fécondé, alors le col se redresse, le col est haut, le col est ouvert, et que le col est mou comme le bout de l'oreille. Alors donc, c'est important pour la femme de connaître ce phénomène lié au col. Et au lendemain de l'ovulation, le col est en bas, penché, fermé et dur comme le bout du nez. Donc, le col annonce qu'on est dans la phase ovulatoire et annonce aussi la fin de la période ovulatoire. Mais c'est un des phénomènes. Il faut rassembler tous les phénomènes. Le troisième phénomène, nous avons parlé de fourmillement dans les seins de la femme. La femme sent de fourmillement qui lui fait plaisir dans les seins. C'est comme il y a beaucoup de fourmis qui circulent dans les seins. Et on a dit que c'est totalement différent des douleurs avant les menstrues. Voilà, de la lourdeur du sein, la lourdeur, et puis les seins douloureux, parce que la veille des menstrues, le sein, les mamelles de la femme le font mal. Et
elles sont lourdes. Oui. Et donc, elles ne supportent pas. Avec l'ovulation, c'est totalement le contraire. Parce que là-bas, c'est le plaisir carrément que la femme sent. Oui, la femme sent. La femme a le plaisir, que ses seins soient touchés et sent le fourmillement au niveau des seins. Alors donc, l'autre phénomène encore, toujours pendant cette période ovulatoire, la femme sent une douleur à gauche ou à droite au bas-ventre. Au bas-ventre, du côté de l'ovaire qui veut émettre l'ovule. Parce qu'au sein de l'ovaire, il y a des follicules. Et l'un des follicules évolue. Bah, si c'est l'ovaire gauche qui a émis d'ovule ce mois, un mois, et l'autre mois, c'est l'ovaire droit qui va émettre un ovule. Ça, c'est si les deux ovaires travaillent. Parce qu'il y a, il y a des femmes qui ont un seul ovaire, qui ont un ovaire seul qui travaille parce que l'autre est rempli, entouré de kystes et puis ne fonctionne pas. Et tout, nous allons revenir sur ça peut-être avant de finir notre émission. Alors donc, l'ovaire qui émet d'ovule s'enfle, s'enflamme, c'est-à-dire l'ovule n'a aucune porte de sortie. L'ovule n'a aucun chemin, aucun cheminement par lequel l'ovule sort. Non. Et là, c'est douloureux. C'est douloureux parce que l'ovule sort et le follicule qui est mûr s'ouvre sous la membrane de l'ovaire et par phénomène osmotique, l'ovule traverse la peau en déchirant la peau. De force. Donc, l'ovule sort et la peau de l'ovaire, c'est-à-dire la membrane de l'ovaire est un peu déchirée. C'est pourquoi si vous prenez l'ovaire d'une femme âgée, d'une femme qui est déjà ménopausée, l'ovaire là a des taches partout, a des cicatrices partout. Ce sont les blessures. Les blessures causées par les fois où l'ovule est émis. C'est comme ça. Donc, si vous prenez une femme qui est déjà ménopausée, vous allez voir qu'elle a des cicatrices partout sur son ovaire. C'est parce que ça a été comme ça. Il n'y a aucun chemin par lequel l'ovule sort. L'ovule traverse la peau parce que la peau s'enflamme et ça fait mal. Donc cette douleur pré-ovulatoire, la femme sent. Et quand vous observez la femme qui est en période ovulatoire ne s'assoit pas sur les deux fesses. Quand elle sent cette douleur, elle s'assoit sur la fesse où elle ne sent pas de douleur avant de se redresser. Et donc, quand on est assis, quand les femmes on est au milieu des femmes, on voit le comportement des femmes, on sent ça. Et surtout, il y a le phénomène de l'ovulation. Quand l'ovule sort, c'est comme une piqûre d'aiguille à l'intérieur de la femme. Oui, puisqu'elle force pour sortir. Pour sortir. Et donc, quand l'ovule est émis, ça fait très mal à la femme. Même quand la femme dort, je l'ai rappelé, elle gratte. Et quand on est en réunion avec les femmes, quand elle ovule, elle ne commence pas à gratter le milieu, elle touche, elle tient la partie où, si c'est gauche, elle tient ici, si c'est droit, elle tient là. Et donc, comme personne averti, moi je sais que la dame là est en train d'ovuler. Tous les hommes le savent désormais. Et tous les hommes le savent désormais. Voilà. Et donc c'est comme ça que la femme sent cette piqûre d'aiguille et c'est que l'ovule est sorti. Et quand l'ovule est sorti, la femme sent que, tiens, j'ai ovulé. Et les femmes, quand moi je travaillais en tant que moniteur conjugal, les femmes que je suivais allaient noter rapidement l'heure à laquelle même l'ovule est sorti. Parce que l'ovule fait 23-24 heures pour mourir. Elles sauront que l'ovule va mourir dans une journée, c'est-à-dire dans 24 heures, ça va mourir. Alors donc, nous avons parlé de ce phénomène et on devait aborder aussi le phénomène de température. Le corps de la femme est un indicateur important. La température du corps de la femme est un indicateur important pour la femme, pour se suivre. Donc, quand on suit tous ces phénomènes que nous avons décrits tout à l'heure, le phénomène de la température est important parce que quand la femme ovule, elle devient une couveuse. Et le corps humain ressemble à cette couveuse, c'est-à-dire l'utérus est comme une couveuse qui doit rester allumée, donc chauffée. C'est pourquoi, quand la femme va prendre sa température depuis le début des cycles, depuis le début du cycle, depuis les menstrues, là, elle prend sa température chaque jour, elle note sa température. La température est toujours basse, entre 36 et 37. Entre 36 et 37, mais brusquement, à la veille de l'ovulation, c'est-à-dire le moment où l'ovule est émis, là,
la température de la femme chute complètement et il y a un grand décalage vers le bas. Ce creux-là, nous on sait que c'est le décalage de l'ovulation. Et le lendemain, la température monte jusqu'en haut. Automatiquement. Ce décalage est différent des accès de température dû à un palu ou à une maladie. C'est un décalage clair. Et donc, ça tombe en bas, ça peut même aller vers 35, 34, et puis, paf, le lendemain, c'est à 37 et quelques. 37, et quelques. Et donc, une fois que la température est montée comme ça, là, la température ne descend plus. La température reste en haut là-bas et évolue jusqu'à 13, 14 jours avant de chuter à la nouvelle menstrue. La nouvelle menstrue est due à la mort du corps jaune. Le corps jaune, c'est en fait le follicule qui a émis l'ovule qui devient le corps jaune. Cette enveloppe dans laquelle se trouvait l'ovule, et une fois l'ovule est sorti, cette enveloppe s'appelle le corps jaune. Et c'est ce corps jaune qui continue maintenant à produire la progestérone, qui est l'hormone de la maternité. Et c'est cette hormone qui chauffe la femme, qui fait que la température de la femme reste haute, c'est-à-dire au-dessus du 37 degrés. Donc la femme suit ça. Une fois le décalage là est monté, on a remarqué le décalage là, 72 heures après, l'ovule n'est plus. Donc la femme peut continuer à avoir ses rapports aisément et sans préservatif dans un couple, quoi. Parce que elle ne va plus tomber enceinte parce qu'il n'y a plus d'ovule vivant pour une conception. À ce propos, à propos des rapports sexuels, il y a une question qui intéresse beaucoup les téléspectateurs. C'est quand on a fini d'observer tout ça, pendant qu'on est en train d'observer tout ça, il faut savoir à quel moment aller au rapport sexuel, n'est-ce pas? Oui, les moments où on peut aller au rapport sexuel, c'est le moment avant la glaire. Que ce soit quand on veut avoir les enfants ou quand, Bien sûr, on veut. Je vois la différence. C'est avant, quand la glaire commence, c'est-à-dire, là, c'est la période ovulatoire qui commence. Il ne faut plus avoir des rapports sans protection, sans préservatif. Sinon, la femme va tomber enceinte. Elle va féconder. Donc, avant les glaires, avant la période de glaire, la femme peut avoir ses rapports aisément. Et il faut savoir que la glaire, j'ai donné les fonctions, 5 fonctions de la glaire. La fonction nourrit les gamètes. Et le gamète de l'homme peut faire jusqu'à 72 heures, 3 jours avant de mourir, pour atteindre l'ovule. Et donc, quand le gamète se nourrit bien de la glaire, le gamète alors attend. Il est beaucoup plus fort pour atteindre l'ovule. Et c'est pourquoi, quand il y a glaire et vous avez les rapports sexuels, sachez que vous êtes en train de stocker des gamètes pour atteindre l'ovule qui va bien vivant et bien fort, qui vont pouvoir féconder l'ovule qui va c'est un seul qui féconde. Parce que la glaire contient toutes les substances qui lui permettent de rester en vie. Et puis c'est pourquoi il faut éviter de faire les rapports sexuels pendant que la glaire est là. Voilà, c'est très important. Et nous avons parlé de la glaire parce que si la glaire devient plus élastique, ça veut dire que la période, on est vraiment en pleine période. Il ne faut pas tenter d'avoir un rapport sexuel non couvert, non protégé, si vous ne voulez pas d'enfant. Mais si vous voulez d'enfant, c'est en cette période-là qu'il faut avoir les rapports. Il faut concentrer vos rapports sexuels pendant la phase où vous avez la glaire qui devient plus élastique, le col qui est en haut, la douleur que la femme sent. Tout ça là, c'est bon. C'est le bon moment pour concevoir. Donc, je parlais de la température. La température étant haute, elle reste haute longtemps. Et c'est à la mort du corps jaune, c'est-à-dire l'enveloppe de laquelle l'ovule était sorti, quand cette enveloppe-là produit la progestérone, et qu'il n'y a plus de retour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un bébé. S'il y avait un bébé, il y aura une réaction depuis l'utérus que tiens, il y a un bébé là-bas, donc le corps jaune peut conduire longtemps, voire jusqu'à 3 mois avant que le placenta ne prenne le bébé en charge. Mais quand il n'y a pas de bébé, le corps jaune ne vit que 2 semaines, c'est-à-dire va mourir 13-14 jours. Et à ce moment, on a l'écoulement. À ce moment-là, il y a l'effondrement de l'endomètre, c'est-à-dire l'enveloppe qui couvre l'utérus à l'intérieur et qui était même emplie, attendant
un œuf attendant le bébé. Mais puisqu'il n'y a rien là, cette enveloppe-là s'effondre. L'effondrement de l'endomètre là, c'est ça qu'on appelle la menstrue. Et communément, on appelle ça les règles. Voilà. Donc, c'est ça. Et donc, la femme doit se connaître pour pouvoir maîtriser ces différents phénomènes qui existent dans son corps pour pouvoir choisir quand elle va tomber enceinte ou espacer ses naissances. Et tous ces phénomènes doivent être observés ensemble. Je ne dis pas d'observer la température à part, la graisse à part, le col à part, les douleurs à part, les fourmillements à part. Non, tout est ensemble. Et le mari doit suivre sa femme et pour lui dire, est-ce que tu sens telle chose? Comment c'est? Et puis la femme doit échanger avec son mari, exprimer ce qu'elle vit à l'intérieur. Maintenant, je vais peut-être donner un peu de conseils au couple, parce que c'est très important. Il faut qu'on leur permette de savoir comment utiliser à bon cette escient méthode pour se permettre d'avoir des enfants quand ils veulent. Très bien. Voilà. Alors donc, pour les couples qui veulent des enfants, je vais parler à deux catégories de couples. Le couple dans lequel la femme a les deux ovaires qui fonctionnent de façon alternative. Les ovaires ne fonctionnent pas de façon simultanée. Et l'autre fonctionne ce mois-ci, et l'autre mois. Alors donc, si c'est ça, la femme a 12 chances dans l'année pour tomber enceinte. Parce qu'une femme est censée tomber enceinte tous les mois. Oui, oui, parce que l'ovule est émis chaque mois. Et donc, mais si la femme ne tourne que sur un seul ovaire, selon que son gynécologue lui a dit ça, alors la femme a seulement 6 fois la chance. En 2 mois, elle a une seule chance. Et c'est 24 heures pour tomber enceinte. Alors, donc, je voudrais d'abord m'adresser à ces femmes-là qui tournent sur un seul ovaire. Qu'est-ce qui se passe? Alors, si c'est un seul ovaire qui marche, la femme sait. Elle sait. Elle sait que la douleur, c'est à un seul côté. Et que la piqûre, c'est à un seul côté. Mais l'autre, moi, elle ne sent rien de l'autre côté. C'est-à-dire qu'elle tourne sur un seul. Et puis, souvent, elles ont des cycles irréguliers de 2 mois et c'est comme ça. Ou bien il y a beaucoup de kystes qui entourent l'autre ovaire et qui bloquent, qui empêchent que l'ovule circule dans le pavillon. Alors donc, ce que moi je veux dire est que quand un couple souffre, un couple est en difficulté de conception et que la femme n'a qu'un ovaire, il faut respecter certaines règles. La première règle, il faut vraiment chercher la période féconde pour avoir les rapports sexuels dans la période féconde, c'est-à-dire quand il y a l'écoulement des glaires, quand le col est en haut, ouvert et mou comme le bout de l'oreille, et quand, en matière de température, là, quand la température est basse, la femme suit comme ça avec son mari, et surtout, quand elle sent la piqûre, là, la douleur, là, elle sait que c'est le moment. Il faut avoir les rapports sexuels pendant ce moment-là pour avoir la conception, pour concevoir l'enfant. Et surtout, à l'éjaculation, il faut que l'homme éjacule au fond du vagin de la femme. C'est-à-dire que, parce que quand les hommes veulent éjaculer, ils perdent l'équilibre. Ils n'ont plus la force de se mouvoir. Donc, en ce moment-là, la femme doit rapprocher son mari suffisamment contre elle pour que l'éjaculation soit au fond du vagin, parce que le col est déjà ouvert et en profondeur et ouvert, et donc ça peut couler facilement dedans. Deuxième conseil, il faut que l'homme après éjaculation prenne le coussin, c'est-à-dire l'oreille de la femme et son propre oreille, l'oreille de l'homme, et mettre sous les fesses de la femme. Ça fait 2 oreilles. 2 oreilles pour pencher la femme pour que ses fesses soient en haut, penchées vers le bas, penchées vers le ventre. Pour permettre à ce que le sperme laissé puisse couler en profondeur. Et qu'elle reste dans cette disposition pendant 1 heure, 30 minutes à 1 heure de temps. Et comme ça, elle se lève pour faire ses toilettes. Donc déjà, la quantité de sperme qui est entrée est importante. Quelle est la partie exacte de la femme qui doit se retrouver sur les oreillers? J'ai dit les fesses. Les fesses, donc parce que sa hanche, ses fesses soient sur les oreillers. Elle est assise? Et non, elle est couchée. Elle est couchée dans son lit. Elle est couchée dans son lit, et pas sur le ventre, mais sur le dos, et penchée, ses fesses en haut, et elle-même, sa tête un peu en bas,
une inclinaison de 30 degrés, ou bien de moins de 30 degrés même, juste une inclinaison pour permettre l'écoulement du sperme vers le fond du vagin pendant 1 heure. Et pour réussir ça, il faut 1 heure. Elle doit rester dans cette 30 minutes position. à 1 heure. 30 minutes à 1 heure. Si elle avait rapproché son mari contre elle et que l'éjaculation ait eu lieu au fond du vagin là-bas, ça veut dire que tout le sperme est au fond et puis ça va couler facilement. Voilà, c'est très important. Et il faut que les hommes aussi essayent d'évaluer la quantité de spermatozoïdes qu'ils ont, tout ça là, pour que le sperme ne soit pas pauvre. Ils en ont la possibilité? Oui, il faut aller seulement chez le gynécologue et tenir le rapport avec sa femme, ou bien d'une manière ou d'une autre, là, et il va pouvoir éjaculer et le gynécologue va utiliser le sperme, analyser le sperme pour lui dire si ces gamètes sont en bonne forme, ou si les gamètes ont 2 têtes, ou 2 queues, ou 2 flagelles, ou le pourcentage qui survit. Ça, ce n'est pas mon rôle ici. C'est au gynécologue de lui conseiller, de l'accompagner, de lui montrer comment les choses se passent et de lui prescrire des médicaments qu'il faut pour qu'il puisse avoir beaucoup plus de spermatozoïdes dans son sperme. Donc, une fois ce couple-là observe ces règles-là, la femme peut tomber aisément enceinte. La femme va tomber aisément enceinte. Sinon, elle n'a qu'une journée. Et si elle rate, c'est une perte. Et donc, c'est pourquoi ces couples-là, très longtemps, beaucoup de femmes disent « Ah, je n'arrive pas vite concevoir. Hein. » C'est parce que souvent, elles tournent sur un seul ovaire où il y a d'autres problèmes que les gynécologues pourraient les aider. Alors donc, nous pouvons aussi maintenant parler à ceux qui veulent éviter les grossesses. Alors, ceux qui veulent éviter les grossesses... La femme qui a 2 ovaires qui fonctionnent normalement, elle n'a pas besoin de position, elle n'a pas besoin d'oreiller ni de... Elle a besoin. Oui, elle a besoin. Toute femme a besoin. Pour accélérer le processus d'écoulement du sperme, on en a besoin. Dans le cas d'une recherche pressante pressante, voilà. D'une recherche pressante. Voilà. Parce que la femme, quand les femmes ont envie de concevoir et elles ne conçoivent pas, elles souffrent, elles pleurent. Elles ne supportent pas. Et donc, nous parlons pour aider les couples, à concevoir. C'est très difficile comme moment. Oh, c'est un moment très difficile pour les couples et puis c'est atroce. Surtout pour la femme. Oui. Alors donc, tous ces conseils-là, nous donnons pour aider les couples à concevoir ou à ne pas concevoir. Donc, pour ceux qui ne veulent pas concevoir, il faut éviter les rapports sexuels pendant cette phase-là. C'est tout. Et c'est très important. Il faut que la femme sache ça. Et donc, il faut que la femme sache que son corps est plus qu'une machine. Et qu'il y a tous les phénomènes qui s'opèrent dedans et qui font qu'elle peut s'observer et faire en sorte que, tiens, c'est le moment où je peux avoir d'enfants, je profite, tout ça. Donc, tout ça, ce sont des indicateurs naturels qui se passent, qui existent dans le corps de la femme. Et ça donne des avantages au couple de s'observer et de pouvoir se limiter à cette régulation naturelle des naissances pour pouvoir vivre aisément. Moi, ma femme n'a jamais eu recours à une pilule? Non, rien du tout. C'est depuis ma formation dans ce domaine dans les années 90, nous avons évolué comme ça et puis on a espacé nos grossesses comme nous voulons. Après notre premier enfant, moi, je devais continuer à étudier encore. Parce que j'aime beaucoup étudier. Oui, vous avez beaucoup étudié. et donc, on a fait un espacement de 10 ans. 10 ans sans avec la méthode naturelle. Méthode naturelle. Donc, ça a été comme ça. Et jusqu'à ce que je sois prêt maintenant pour un deuxième enfant. Et ça a été comme ça. Donc, c'est un avantage au couple de pouvoir utiliser cette méthode et de pouvoir maîtriser leur corps, maîtriser les phénomènes qui se passent en eux. Et je ne dis pas que les autres méthodes sont mauvaises. Je suis en train juste d'aider les couples qui veulent tenter, utiliser la régulation naturelle de naissance. Les couples qui veulent connaître, qui veulent écouter leur corps. Voilà. Docteur Agon, merci beaucoup. Merci encore une fois pour vos apports. Voilà. Madame, monsieur, merci. Merci d'avoir été là.